Bonjour, je vais vous raconter aujourd'hui la découverte des nouveaux supraconducteurs. Alors vous allez voir, je vais vous raconter ça avec un système de pions, de jetons, de cartes, pas seulement pour l'illustrer, mais pour vous montrer vraiment en quoi consiste une découverte en physique. Alors cette découverte-là, en fait, elle commence bien avant les nouveaux supraconducteurs. Elle commence en 1911, c'est Camerlinghuis, en Hollande, qui découvre un phénomène tout à fait incroyable, il découvre la supraconductivité, conduction parfaite de courant, lévitation magnétique dans plein de métaux. Mais la découverte qui m'intéresse aujourd'hui, elle va avoir lieu bien des années plus tard, et je vais vous raconter comment elle a lieu. En fait, l'histoire commence en 1958. On est en Allemagne et un jeune étudiant, Müller, Alex Müller, va étudier pendant sa thèse des matériaux, des perovskites. Et il va très vite être embauché chez IBM pour continuer ce travail sur les perovskites, qui sont des matériaux, des oxydes, qui servent dans plein d'applications. Et puis les années passent, il devient un expert du domaine. Et en 1979, il va à son tour devenir directeur de thèse et encadrer le jeune Bednorz, Jörg Bednorz, dans le même laboratoire de Zurich. Et ils vont à nouveau travailler sur des perovskites. Vous voyez, ça ressemble, c'est pas exactement la même, mais ils s'intéressent à leurs propriétés électriques, magnétiques. Et à ce moment-là, le même Müller va faire un petit séjour aux États-Unis et s'intéresse à la supraconductivité, la lévitation magnétique notamment, cet effet découvert en 1911. Et lui se demande très naturellement, est-ce qu'on pourrait avoir de la supraconductivité dans ces perovskites? Il se trouve que c'est des mauvais métaux, c'est des très mauvais supraconducteurs, mais il se met à étudier ça, et donc à étudier s'il pourrait trouver de la supraconductivité dans son laboratoire. Il est revenu entre-temps à Zurich, et puis il a demandé à Bednorz, qu'il avait encadré en thèse, de le rejoindre et de travailler ensemble sur le sujet. Et ils se mettent à travailler, ils vont travailler notamment sur des matériaux qui ont été découverts pas longtemps avant à Caen, qui ont ce genre de forme, qui sont eux aussi des perovskites d'un style un peu différent. Et en travaillant sur ces matériaux, soudain, en 1986 précisément, ils vont découvrir qu'ils sont supraconducteurs, mais qu'ils sont supraconducteurs à des températures hallucinantes, à des températures incroyablement plus élevées que les anciens supraconducteurs de Camerlinghuis. On est en 1986, ils publient leur découverte. Voilà. Il faut savoir que Camerlinghuis lui-même avait publié sa découverte avant, et puis Bednorz et Müller avaient fait tout au long de leur vie des articles. Mais là, cet article-là en particulier, va se répandre dans la communauté et va faire un véritable phénomène. Les gens vont se dire, mais si c'est vrai, on est en train de découvrir des nouveaux supraconducteurs 10 fois plus performants que les précédents. Et donc plein de gens dans le monde vont essayer d'étudier ces supraconducteurs à leur tour. Et très vite, en Chine, au Japon, en Europe, aux États-Unis, d'autres chercheurs publient des articles pour confirmer la découverte de Bednorz et Müller. Oui, il y a de la supraconductivité dans ces matériaux. Très vite, on va en découvrir même des plus performants, on va monter en température et les records vont se succéder. Et dès 1987, ça devient un des sujets les plus étudiés dans l'histoire des sciences. Donc vous voyez, on a une découverte ici en 1986, je peux même la marquer de la petite lampe classique, une sorte de moment eureka. Mais en fait, cette histoire, elle n'a pas lieu que là, à ce moment-là. Elle s'inscrit dans toute une durée, et je vais essayer de vous expliquer, de décrypter ce qui s'est passé au cours de cette découverte. Alors pour ça, on va utiliser tous ces petits jetons, vous allez voir. On peut dire qu'il y a plusieurs idées à plusieurs moments. Par exemple, le moment où Camerlinghuis, ici, va faire sa découverte, ou encore le moment où, pendant la thèse, on va travailler sur les perovskites. Mais la recherche, ce n'est pas juste des découvertes. C'est aussi beaucoup de travail, du travail pur et dur. On peut le représenter par ces petits engrenages. Ça peut être des années de travail, des années de conception des matériaux, de conception des expériences, de reproduction des expériences aussi. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est du travail, mais c'est aussi des collaborations. Camerlinghuis, il n'était pas seul, il était dans une équipe. Cette équipe, on peut même la dessiner. On peut prendre ici un chercheur, Camerlinghuis, et tous les chercheurs qui travaillaient avec lui à l'époque. Puis on peut marquer les années, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Et vous voyez que plusieurs années vont s'écouler, des dizaines d'années, entre le moment où Camerlinghuis fait sa découverte et puis le moment où Bednorz et Müller arrivent. Je ne suis peut-être pas précis sur le nombre d'années, mais c'est pour vous montrer que le temps de la recherche, il peut être long, parfois il peut prendre des années, parfois des dizaines d'années. Camerlinghuis est là avec ses chercheurs, ils collaborent, on peut le mettre même à côté, ici. Et puis ils collaborent, et puis ça recommence ici, même histoire. On a l'équipe du professeur qui va avoir en thèse le jeune Müller, et puis à nouveau Müller et Bednorz qui vont travailler ensemble. Cette fois-ci, c'est une petite équipe, ils sont deux, mais c'est quand même une équipe où ils collaborent. Et puis à d'autres moments, ils vont collaborer avec d'autres équipes ou même s'inspirer des idées d'autres équipes. Tiens, ici par exemple, le matériau sur lequel ils vont travailler pour voir s'il est supraconducteur vient de Caen.
du professeur Bernard Ravaud et de son équipe qui avaient découvert ce matériau quelques années avant. Et donc c'est en récupérant l'idée de Bernard Ravaud qu'ils vont tester ce matériau et découvrir qu'il est supraconducteur. Et puis bien sûr, tout ça, ça ne demande pas seulement de collaborer, de travailler, de s'inspirer, mais aussi de communiquer à son tour et de dire quand on a fait des découvertes. Et on le fait sous forme d'articles. On peut aussi le faire sous forme de conférences. C'est ce qui va se passer. Ici, en 86, Benders et Müller vont faire le tour du monde pour aller raconter en conférence ce qu'ils ont découvert aux collègues. Et c'est grâce à ça que tous les autres vont s'en emparer, vont à leur tour tester, mesurer, publier et à leur tour communiquer. Et c'est comme ça que se crée un véritable champ scientifique. On part d'une petite idée de travail, de collaboration, et petit à petit arrivent les résultats qui eux-mêmes vont essaimer et devenir un véritable champ de science. Et le point remarquable, c'est qu'on part ici de seulement 3-4 chercheurs, 2 chercheurs, 3 chercheurs, des toutes petites équipes. Ça, c'est typique de ce domaine de la matière condensée. 2-3 personnes peuvent faire une découverte majeure dans un laboratoire, mais ça ne va ensuite avoir de l'importance que si beaucoup d'autres chercheurs s'emparent de cette découverte et travaillent dessus à leur tour et montrent à quel point c'est une découverte importante. Et donc toutes les équipes dans le monde ensuite vont s'y intéresser et des milliers de chercheurs vont finalement s'intéresser à ce sujet. Alors on pourrait se demander si toutes les découvertes, en physique, en sciences, ont lieu de la même manière, sur le même nombre d'années, avec le même nombre de chercheurs. On peut comparer, on peut essayer. Je vous en montre une par exemple, c'est la découverte par Julie Grelier. Julie Grelier qui est une collègue qui travaille à Thales et au CNRS et qui s'est intéressée à simuler des neurones avec des spins quantiques. Alors en fait c'est une histoire qui elle aussi commence bien avant Julie, qui commence en 1986 avec la découverte par Albert Fertz de nouveaux systèmes de magnétorésistance géante et qui ouvre le champ de la spintronique, manipulation de spin et d'électricité. Et puis ensuite, il va y avoir la thèse de Julie qui va commencer à travailler sur ces systèmes-là. Je ne vous détaille pas l'histoire, mais vous voyez qu'elle procède un peu de la même manière avec une alternance entre des découvertes, des communications, des collaborations et puis évidemment plein de petits éléments qu'on comprend. Par exemple, comment on simule des neurones avec de la physique quantique, ici ou ici. Et puis on pourrait de la même manière montrer que tout ça, ça a donné lieu à plusieurs articles. Et puis à de la communication, à de la collaboration, à des thèses, etc. Et ce qu'on va voir en fait dans cette histoire, des moments eureka qui sont je ne sais pas bien où, le point clé finalement c'est que la durée là elle est plus courte mais elle n'est pas si différente. On est sur des années au moins, voire des dizaines d'années pour qu'un sujet mûrisse et que quand quelqu'un s'en empare, il en fasse quelque chose d'original. Donc cette durée-là, finalement, elle ne va pas être si différente. Peut-être qu'elle va être un petit peu plus rapide. Ici, on commence en 86, vous voyez. Et ensuite, une accélération ces dernières années. Et donc on peut s'amuser à comparer les échelles de temps. On peut aussi s'amuser à comparer le nombre de personnes impliquées. Ici, l'équipe d'Albert Fertz à l'époque, ils sont, je sais pas, 5-6, un truc comme ça. Après, Julie, c'est une équipe où elle est avec 2 ou 3 personnes à chaque fois, avec quelques thésards, quelques postdocs. Donc on est sur des échelles humaines qui sont assez semblables et des échelles de temps assez semblables, même si la découverte n'a rien à voir. Et puis on peut se demander si ça a lieu dans tous les champs de la physique de la même manière. Eh ben non, il y a des fois c'est un peu différent, vous allez voir. Prenons par exemple le champ de l'astrophysique. En astrophysique, dans les années 60, on s'est intéressé avec des radiotélescopes, vous voyez comme ce très beau radiotélescope ici, à observer l'univers et on s'est rendu compte qu'il faisait un bruit, qu'il y avait une sorte de rayonnement, un rayonnement diffus partout dans le fond de l'univers, qui était en fait une trace du Big Bang. Et très vite, quand on a compris ça, on est dans les années 60, on s'est dit qu'il fallait le mesurer, mieux le mesurer. Et donc là encore, des étudiants vont être formés en thèse avec des chercheurs dans des collaborations pour fabriquer des satellites. Des satellites qu'on va envoyer dans l'espace, je ne les mets sûrement pas dans le bon ordre, il y a eu plusieurs générations de satellites qui vont petit à petit, hop, je fais un petit peu de place, qui vont petit à petit permettre d'aller mesurer ce fond diffus cosmologique. Il a cette tête-là, le fond diffus cosmologique. C'est une espèce de carte de la façon dont la lumière tapisse le fond de l'univers, cette lumière qui vient du rayonnement fossile, qui vient de nos origines, qui vient du tout début de l'univers. Et là, on pourrait se dire, c'est la même chose, il y a plusieurs découvertes, il y a toujours des thèses, il y a toujours un temps de formation, et il y a toujours une avancée progressive. Sauf que ce qui va changer ici, c'est le nombre de personnes impliquées. Alors là, je n'ai pas assez de jetons pour le montrer, mais les gens qui travaillent pour fabriquer un satellite ici, ils sont des centaines. Et donc ce qui va changer ici, c'est l'échelle humaine. C'est que pour construire un satellite qu'on envoie dans l'espace, il va falloir des équipes de centaines de personnes qui collaborent ensemble sur des années et des années pour finalement arriver à faire la découverte. Et donc tout le reste du déroulement, que ce soit les moments de eureka, les moments d'analyse, les moments de collaboration, vont être assez semblables. Les moments de formation aussi, ça dure 3-4 ans une thèse.
Mais la découverte elle-même, pour arriver à la faire, ça va impliquer des centaines de personnes qui vont collaborer dans une seule et même équipe. Et donc on voit qu'il y a des choses communes et il y a des choses différentes dans la façon dont la science se déroule et dans les échelles de temps qu'elle implique. Et vous voyez finalement avec un petit jeu de cartes simple, quelques jetons, des illustrations magnifiques, il faut bien le dire, on arrive à mettre en scène des histoires de science, mais surtout ici à les comparer entre elles, à voir si elles ont pris plus ou moins de temps, plus ou moins d'énergie, plus ou moins de monde, et finalement est-ce que le Eureka ici a autant de valeur que le Eureka là ou que le Eureka ici.